sur le grand groupe Canal Aoussa, Média d'Afrique TV, Panafricom et la plateforme panafricaine de souveraineté, d'ailleurs aussi avec toutes nos plateformes et nos réseaux sociaux. Vous êtes sur 7 mondes de ce jour. Cela fait justement environ une dizaine de mois que la Russie lançait en Ukraine une opération en triple dimension, c'est-à-dire une opération de police internationale, une opération de démilitarisation de l'Ukraine et de dénazification de ce pays. Et voilà, l'eau a tellement coulé sur le pont, on a cru que la Russie allait faiblir face aux sanctions américaines. Il y a eu beaucoup de randans et de campagnes. Aujourd'hui, il est clair, selon les experts et les analystes, ceux-là qui sont les plus poignants sur le terrain, l'Ukraine en réalité est en train de devenir un territoire terroriste, une association de malfaiteurs terroristes, c'est ce qui se dit. Et sur ce point, je vais à Bruxelles prendre Luc Michel. Luc Michel, bonsoir et bienvenue. Aux téléspectateurs. Ciao. Alors vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Je le disais à l'introduction, cela fait depuis février dernier que la Russie lançait une opération de police internationale en Ukraine. Cette opération de police internationale non voulue par justement le bloc occidentalo-américain qui a fait feu de tout bois avec des sanctions, avec des positions, avec des appuis militaires. Mais aujourd'hui, il est clair que l'Ukraine, en principe, est en train de devenir un territoire terroriste, un État terroriste. Luc Michel. Le régime Zelensky à Kiev est clairement un État terroriste. Ciao. Hier, c'était les 70 ans de Vladimir Poutine et l'Ukraine a organisé un attentat international au camion piégé à l'explosif, exactement comme les terroristes font en Syrie ou dans le Caucase. Ils ont essayé de détruire le pont de Kerch qui relie la péninsule de Crimée à la Russie. Aujourd'hui, évidemment, cet acte a été légitimement dénoncé comme terroriste par Vladimir Poutine et il a entraîné une mesure de rétorsion, c'est-à-dire qu'il y a eu le bombardement de toutes les villes ukrainiennes par 83 missiles russes. Mais il y a quelques jours, ce n'était pas nous, c'était le New York Times, le journal américain, qui révélait que le service secret américain, la CIA, soupçonnait le service secret ukrainien qu'on appelle le SBU d'être responsable de l'assassinat de Daria Dugin, la journaliste fille de l'idéologue nationaliste Alexandre Dugin. Ce matin, Vladimir Poutine a confirmé les accusations. Il a accusé évidemment les terroristes de Kiev d'être responsables de la mort de Daria Dugin. C'est clairement un régime terroriste. Il est depuis le début. En 2014, nous étions en février. Les gens qui sont au pouvoir à Kiev sont issus d'un coup d'État mené avec une série de groupuscules néo-nazis. Et depuis ce moment-là, il faut une sale guerre à l'Est contre les populations du Donbass qui est terroriste, mené avec des bataillons néo-nazis qui se nomment Azov, celui qui a le même emblème que le Reichsführer SS Adolf Hitler ou Haïdar, etc. C'est donc bien un régime essentiellement terroriste. Et ce qui est scandaleux, c'est que les gouvernements, en particulier Washington et Paris, soutiennent ce terrorisme. Hier, tout le monde sur les plateaux de télévision était réjoui de ce qui se passait contre la Russie. Mais aujourd'hui, que Poutine a donné une fessée à Kiev, on parle évidemment d'une inversion accusatoire du terrorisme de Vladimir Poutine. Alors, comment comprendre ce paradoxe? Vous venez de le relever, c'est comme si vous saviez que je vais prendre cette pointe-là pour
relancer la question. Comment comprendre que des États puissants dans le monde qui disent combattre le terrorisme sur le sol français, on a vu avec la hargne par laquelle est la fougue, tout au moins la force par laquelle le terrorisme a été combattu, d'ailleurs dans la plupart des villes européennes où il y a eu des attentats. Mais comment comprendre que ces États soient en intelligence avec le terrorisme ou soutenir, accompagner un État terroriste? Écoutez, j'ai appelé ça le scénario du diable. C'est-à-dire que les pays, l'Amérique et les pays de l'OTAN ont cru qu'ils pouvaient, dire, jouer ou dialoguer avec les mouvements terroristes, AQMI, Daesh et compagnie, et se servir d'eux dans leur lutte contre leurs adversaires et pour la suprématie mondiale. Dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, puis le printemps africain, mais déjà avant, au moment de la lutte contre l'Union soviétique il y a 50 ans, eh bien, ils se sont servis des djihadistes comme d'une infanterie, comme des alliés, et qu'ils ont essayé de lancer contre les Russes. Cela a abouti à une catastrophe, puisque le terrorisme est revenu comme un boomerang. Les gens de Daesh, d'Al-Qaïda, Ben Laden et compagnie ont frappé l'Occident. Alors, vous revenez dans cette histoire de Ben Laden, ça veut dire, on doit quand même remonter dans l'histoire, Luc Michel. C'est-à-dire que les pays qui combattent le terrorisme sont toujours des formateurs, des géniteurs, sinon des financiers, des accompagnateurs du terrorisme. Est-ce qu'on peut remonter l'histoire de cette affaire? Il y a deux histoires en fait parallèles. Tout d'abord, c'est les islamistes radicaux. L'histoire, elle commence dans l'Allemagne nazie à partir des années 30. C'est-à-dire que le parrain des frères musulmans et de leur chef Al-Banna, c'est l'oncle de Tariq Ramadan, l'intellectuel d'aujourd'hui. Eh bien, les nazis prennent en main les frères musulmans et les lancent à l'assaut de l'Union soviétique. Encore aujourd'hui, la principale mosquée des frères musulmans est à Munich, en Allemagne. Elle a été offerte en 1938 aux frères musulmans par Hitler. Lorsque les services secrets nazis perdent la guerre, les services secrets nazis se placent dans l'orbite des services secrets américains et l'Amérique prend le contrôle des islamistes radicaux. Il va les lancer en assaut des soviétiques, mais aussi des nationalistes arabes comme Nasser et ensuite Hafez el-Assad, le père de Bachar al-Assad, et ensuite Saddam Hussein ou Kadhafi. Mais parallèlement à cela, tout commence dans l'Afghanistan des années 1980. Là-bas, les islamistes radicaux, ils s'appellent au djihad, avec un certain Ben Laden, qui à ce moment-là est protégé par les services secrets saoudiens, pakistanais et américains. Et ce djihad est lancé contre les soviétiques dans la première guerre d'Afghanistan. Ce sont les alliés de l'Amérique. C'est là que va être le terreau du djihadisme qui existe aujourd'hui. Les soviétiques vont perdre la guerre d'Afghanistan. Et à ce moment-là, les alliés des Américains, les Pakistanais, vont créer un autre mouvement terroriste, les talibans, et leur donner le contrôle de l'Afghanistan. Les talibans vont accueillir Ben Laden. Ce sera le départ, ce qu'on a appelé Al-Qaïda, le 11 septembre, la destruction des tours jumelles de Manhattan et 25 ans de terrorisme. Mais l'histoire ne s'arrête pas encore là. En effet, nous sommes en 2005 en Irak. L'Irak est envahi donc depuis 2 ans par les Américains. Et il y a un mouvement de résistance baptiste, donc nationaliste, qui est issu du parti Baas de Saddam Hussein. Pour vaincre la résistance baptiste, arrivent en Irak, amenés par les Américains, les gens d'Al-Qaïda, qui s'emparent de l'ensemble du mouvement anti-américain
au Proche-Orient. C'est le scénario du diable. Depuis, évidemment, le djihadisme et le terrorisme, ils dominent le monde entier. Et c'est la même chose en Afrique, évidemment. Les premières cellules terroristes islamistes ont été envoyées dans les années 90 par les Pakistanais casques bleus, donc les services secrets pakistanais qui étaient présents dans toute l'Afrique avec les casques bleus et qui sont les alliés des États-Unis. Au même moment, Bill Clinton essaye de s'emparer de la Somalie, qui jusque-là était le principal allié de l'Union soviétique. Et pour briser la Somalie, les Américains favorisent un mouvement islamiste radical qu'on appelle les tribunaux islamiques et qui vont donner naissance aux terroristes islamistes d'aujourd'hui en Somalie, les Shebab. En 1991, la Somalie du Machar Siad Barre, c'est le principal État de la Côte de l'Afrique. En 2022, la Somalie, c'est un État failli qui est éclaté en 6 États. Il reste aujourd'hui la Somalie. Il y a des États de facto qu'on appelle le Puntland, le Somaliland, le Jubaland, etc. Ils ne sont pas reconnus par la communauté internationale, mais ils sont indépendants. Et les Shebab, eux, sont toujours là. Ils sont actifs dans une juste zone qui est à 70 km de Mogadiscio. Merci, très excellente analyse et parcours historique. On va donc à Moscou pour palper au bout des doigts la réalité du terrain avec Fabrice Béor, cet ami et camarade de combat qui nous rejoint. Alors Fabrice Béor, comment va Moscou? Quels sont les rapports actuellement, l'état de lieu au niveau de l'Ukraine, en rapport avec notre thématique de ce soir, c'est-à-dire l'État ukrainien qui s'engouffre dans une dimension véritablement terroriste? Tout a commencé depuis assez longtemps en réalité. Déjà, le changement de pouvoir qui a lieu en 2014, le fameux Maïdan, nous le savons tous, c'est un coup d'État organisé par les États-Unis, dont les petites mains ont été les groupes extrémistes et nazis ukrainiens qui aujourd'hui sont présents partout dans le domaine politique et dans le domaine militaire. Depuis 8 ans, ils pratiquent des terrorismes puisqu'ils assassinent non seulement des journalistes, des hommes politiques sur leur propre territoire, mais sur le Donbass qu'ils martyrisent depuis 8 ans avec des bombardements sur les civils, ce qui sont des crimes de guerre. Et vous avez donc cet élément qui aujourd'hui, avec le déclenchement de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, en ancienne Ukraine, pourrait-on dire aujourd'hui, aboutit qu'ils sont dans une situation, comme toujours, poussés à bout par l'Occident, alimentés d'un point de vue militaire par l'Occident. Ils se révèlent dans toute leur nature, puisque le mouvement Benderis, faut-il rappeler dans l'histoire, vient de l'homme politique Bendera qui a finalement collaboré avec les nazis et qui avant-guerre et qui après-guerre a toujours utilisé le terrorisme comme arme politique. Donc ce n'est pas nouveau, c'est une tradition, on va dire, historique pour les mouvements nationalistes ukrainiens auxquels ils se réfèrent. Et donc vous avez aujourd'hui la situation où ils ont essayé petit à petit, ils ont tiré depuis, ça fait à peu près 100 jours qu'ils tirent, les Ukrainiens tirent sur la frontière nord avec la Russie, et ils ont poussé le bouchon toujours un peu plus loin, et ils ont fait cet attentat donc sur le pont de Crimée, qui, je rassure les téléspectateurs, aujourd'hui refonctionne de nouveau. Il y aura des réparations à faire, mais d'ici 1 mois, 2 mois, ce sera terminé. Donc ils n'ont pas réussi leur coup. Ils ont réussi leur coup, c'est leur terrorisme de communication, évidemment. Ça fait plaisir sur les plateaux, comme l'a rappelé Luc Michel précédemment. Mais ce matin, évidemment, la réponse a été donnée par l'armée russe. Et cette réponse, ils ont visé essentiellement sur Kiev le siège du SBU, un des bureaux de Zelensky, et essentiellement, majoritairement dans toute l'Ukraine,
les centrales et les nœuds énergétiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans tout l'ouest de l'Ukraine des villes qui sont dans le noir et dans le reste de l'Ukraine, en particulier sur Kiev, des coupures et des endroits qui n'ont plus d'électricité et plus d'eau courante, ce qui n'a pas été le cas depuis l'entrée de l'opération spéciale, puisque la Russie faisait effectivement la guerre au groupe ukro-nazi, à l'armée ukrainienne qui martyrisait le Donbass et qui aujourd'hui occupe encore une partie des nouveaux territoires de la Fédération de Russie depuis les référendums d'il y a quelques jours. Et donc nous sommes dans une situation où Poutine l'a déclaré d'ailleurs en déclaration vers midi 13h, heure de Moscou, où il a indiqué que Kiev rejoignait les organisations terroristes internationales de par son action. Ce pour faire, ils ont reçu une punition qui, faut-il le rappeler, doit être pris au sérieux. Pour quelle raison? Parce que le nouveau commandant en charge de toute l'opération spéciale militaire russe en Ukraine est l'ancien responsable et organisateur de l'opération militaire russe en Syrie. Donc c'est quelqu'un qui est connu pour résoudre des questions difficiles, de les résoudre d'une manière définitive et d'être un très bon organisateur. D'ailleurs, il avait répondu que les Ukrainiens se sont réveillés ce matin, mais pas avec un café. Donc la situation est telle qu'aujourd'hui la Russie a plongé dans le noir la plupart de l'Ukraine, ils ont des problèmes énergétiques, ils ne vendent plus leur électricité, ce qu'ils faisaient jusqu'à présent à l'Union européenne, donc ça pose encore un problème également pour l'Union européenne. Petit élément, et je vais conclure, ça dans une ville du centre de l'Ukraine, ça a induit qu'une industrie sidérurgique a dû s'arrêter. Cette industrie sidérurgique est juste quelque chose d'assez particulier. Il produit un acier, c'est la seule usine au monde qui produit un acier particulier que les centrales nucléaires françaises ont besoin à l'heure actuelle pour ces réparations. Ça veut dire qu'ils ont aujourd'hui un problème en France pour les réparations et pour faire continuer les centrales nucléaires dans la crise économique et plutôt énergétique que traverse l'Union européenne et la France en particulier. Comprenez bien, c'est également un problème. Donc la situation actuelle est que aujourd'hui, Poutine l'a dit, l'opération est terminée, mais que s'il continuait effectivement aujourd'hui la ligne rouge, elle est très claire, c'est on ne touche pas aux infrastructures civiles de la Fédération de Russie. Et s'ils le font, il y aura de nouveau ce genre de frappe. Et je terminerai sur une petite note humoristique, c'est que avant cela, les Russes ne se réjouissent pas de ce qui s'est passé, puisqu'ils se mettent à la place des civils qui aujourd'hui n'ont plus d'électricité et d'eau et qui sont en problème. Ces gens ne se sont pas dans 8 ans avec ça, parce que c'est ce qu'ils subissent. À la différence que la Russie ne bombarde pas les hôpitaux, ne bombarde pas les immeubles, ne bombarde pas les jardins d'enfants, ne bombarde pas les écoles. Simplement, les experts de nos médias occidentaux régulièrement et disaient aussi n'avaient plus d'île. Et ben je suis aujourd'hui heureux de vous dire que effectivement le bombardement de Kiev c'est certainement pas la Russie puisqu'ils n'ont plus de missiles depuis plusieurs mois comme ils le disent. Donc vous voyez qu'aujourd'hui toute la communication que nous avons autour, que les médias de l'OTAN construisent autour de la junte de Kiev ne fonctionne plus. L'armée russe est là, l'armée russe a les moyens de sa politique, et aujourd'hui, ce bombardement a été et sera, vous le verrez dans les semaines et dans les mois futurs, un tournant. Mais je crois que à Kiev et en particulier aux États-Unis, ils n'ont toujours pas compris puisqu'ils disent encore livrer des armes. Mais pour livrer des armes, faudrait-il encore qu'ils aient les munitions. Je rappellerai qu'aujourd'hui, les problèmes des pays de l'OTAN, c'est qu'ils n'ont plus de munitions, ce qui n'est pas le cas de la Russie. Donc, ce bombardement a été un élément majeur et surtout, la parole de Vladimir Poutine a indiqué très clairement que ces actes, ce sont des actes terroristes, qu'il faut payer lorsque l'on produit, lorsqu'on fait ces actes terroristes. Ça a été fait aujourd'hui, mais c'est également un message envoyé à l'Occident, puisque la junte de Kiev ne pourrait pas faire ces actes sans la complicité des pays occidentaux et des pays de l'OTAN, et que s'ils veulent trouver une solution, une porte de sortie pour eux, lorsque les opérations militaires seront terminées dans quelques mois par l'armée russe, il faudra effectivement rendre des comptes et ces comptes seront rendus dans le cadre d'un tribunal international qui, je l'indique, est en cours de construction et qui mettra tous les crimes de la junte de Kiev et des complices
des pays occidentaux, en particulier de l'OTAN. Eh bien voilà, vous ne partez pas parce que, je le disais à Luc Michel tout à l'heure, c'est comme si vous avez eu aussi la pointe de rebondissement de mon interrogation au regard de ce qui se passe. Alors, au regard de ce qui se passe, est-ce que c'est pas une guerre par procuration? Et si c'est une guerre par procuration, et si décidément Kiev devient une hante du terrorisme, c'est-à-dire que avec des pratiques terroristes, qui est finalement terroriste dans cette affaire, ou qui fait la guerre pour vous, Fabrice Béor? Vous savez, souvent, et dans les réseaux sociaux, en particulier, j'anime sur Telegram, j'anime un canal qui s'appelle Russosphère, où nous sommes plus de 34 000 à l'heure d'aujourd'hui. Souvent, des gens, pourquoi la Russie pas, pourquoi la Russie se retient? Parce que c'est ça qui fait la différence entre la Russie et la junte de Kiev, entre la civilisation et la barbarie, c'est qu'on ne fait pas aux autres ce que l'on leur reproche qu'ils nous fassent. Sinon, effectivement, on se met à leur même niveau. Dans le cas précis, la Russie ne vise pas des cibles civiles. Elle vise des cibles militaires et des cibles stratégiques. Jusqu'à présent, la junte de Kiev tire d'une manière indiscriminée sur différents villes, en particulier sur Donetsk depuis 8 ans. Il faut être de mauvaise foi pour nier cette réalité qui est maintes fois documentée. Donc, mais vous savez, le président mexicain avait dit il y a quelques mois, lorsque ça avait commencé, ayant refusé de participer à une réunion régionale sur la question ukrainienne, il avait dit, en parlant des Occidentaux, ils fournissent les armes et l'argent, et les Ukrainiens fournissent les cadavres. Voilà la réalité. Et quand vous avez Madame Ursula von der Leyen qui dit non, jamais, en parlant au nom de Kiev, puisque elle parle au nom de tout le monde maintenant, cette dame, elle dit qu'il n'y aura pas de négociation avec Moscou, et ce sera que sur la bataille sur le terrain qu'on pourra évidemment, c'est-à-dire battre Moscou d'un point de vue militaire. Ces gens-là, vous savez, rappelez-vous de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères à l'époque donc de la France, qui avait dit que Al-Qaïda en Syrie faisait un bon boulot. Et ben c'est pareil en Ukraine, ils se servent des nazis ukrainiens pour faire du bon boulot, comme ils disent, contre la Russie. Mais ce bon boulot contre la Russie de cette junte de Kiev, c'est un double terrorisme, je dirais même un triple terrorisme. Pourquoi triple terrorisme? C'est déjà un terrorisme contre leur propre population, puisque sur les territoires qu'ils contrôlent, depuis des années, il y a des disparitions qui ne sont jamais élucidées, les gens ne réapparaissent pas. Vous avez également, c'est pour ça qu'il y a une peur au sein, qu'il n'y a pas tellement de révolte, parce que le pistolet n'est pas loin. Et le peloton d'exécution n'est pas loin, la disparition par les SBU n'est pas loin. Le deuxième terrorisme, c'est le terrorisme qu'ils font sur les populations, sur les territoires libérés, où ils tirent sur les villes d'une manière indiscriminée. Quand ils ont tiré, il n'y a pas très longtemps, pendant une période énormément de ce qu'on appelle des mines papillons, c'est des mines qui sont disséminées partout, ils tirent en ville, c'est pourquoi? C'est pour tuer des gens, c'est pas pour tuer des cibles militaires, ils tirent pas sur des cibles militaires, ils tirent sur des villes. Et le troisième terrorisme, c'est le terrorisme qui là rejoint ce qu'indiquait précédemment Luc Michel, c'est que toutes ces armes qui passent en Ukraine, beaucoup en fait n'arrivent pas sur le front, beaucoup repartent ailleurs, sur le second marché, le marché noir comme on dit. Et ben que va-t-il se passer? Est-ce que les bandits ou les futurs terroristes ne vont pas s'alimenter dessus? Bien sûr que si. Et d'ailleurs, je pense même que certaines armes qui sont livrées, payées par les Européens, livrées par les Américains, parce qu'elles sont pas gratuites, livrées par les Américains en Ukraine, certainement certaines disparaissent, et pas d'une manière involontaire, ils sont là pour favoriser certainement les futurs groupes terroristes et les actions que vont mener d'une manière parallèle les services secrets occidentaux et en particulier américains pour déstabiliser les différents pays. Donc voilà la situation. Oui, la junte de Kiev aujourd'hui révèle, avec en particulier l'attentat sur le pont de Crimée, qu'ils sont prêts à tout et à n'importe quoi comme action, en particulier aux actions terroristes. Et je terminerai que on a de plus en plus de preuves sur les territoires sur lesquels l'armée russe a reculé pour se positionner sur des lignes de défense en attendant d'être renforcée pour l'offensive d'hiver qui arrivera. On a énormément aujourd'hui de vidéos, de photos que ces mêmes groupes ukro-nazis filment d'ailleurs et diffusent sur les réseaux où ils sont en train, en fait, comme ils disent, d'épurer
ils sont en train tout simplement d'éliminer, d'exécuter des civils, tout simplement parce que ces gens-là, lorsqu'il y avait les soldats russes, acceptaient que la mairie leur verse un salaire, c'est-à-dire pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger, parce que simplement, ils travaillaient par exemple à la mairie, vous étiez un instituteur, vous êtes un collabo, etc. Ce sont aujourd'hui l'État, la junte de Kiev, c'est un État terroriste, c'est un État génocidaire. Il suffit simplement d'écouter les déclarations depuis des années, mais qui aujourd'hui sont systématiques dans tous les médias et à tous les niveaux. Ce n'est plus simplement quelques groupes, c'est vraiment partagé par toute la classe politique. Allons-nous dire celle qui est autorisée, puisque la plupart des partis politiques sont aujourd'hui interdits. C'est une dictature, la junte de Kiev. Vous avez aujourd'hui un discours qui est très clairement. Il suffirait de reprendre ce que disent les médias ukrainiens et de simplement l'utiliser avec une traduction. Comme avait dit Scott Ritter, c'est un Américain qui, vous voyez, des fois, il y a une part de vérité qui, lui, pointe du doigt de ce qui se passe, et en particulier la junte de Kiev. Il dit, vous enlevez le mot russe, vous mettez juif, vous avez exactement le même discours nazi. Mais ça, en Occident, aujourd'hui, on ne veut pas le voir, puisque si on mettait en avant cette vérité, toute leur construction russophobe et des sanctions contre la Russie tomberaient, et leur justification tomberait, et les peuples européens leur demanderaient immédiatement des comptes. Mais je rassure ces gens-là, je pense qu'avec la crise énergétique, économique et sociale qui arrive en Europe, ils leur demanderont tout de même des comptes. Merci à vous, Fabrice. On va revenir à vous. Alors, s'il faut demander les comptes, on va à Bruxelles très rapidement. Luc Michel, en demandant les comptes, Abdoulaye Maïga, il est le premier ministre par intérim du Mali, disait aux Nations Unies, alors la 67e session de cette organisation, à Antonio Guterres, qu'il faut faire un bilan du passé avant de pouvoir... Alors, si on fait un bilan, Luc Michel, est-ce qu'aujourd'hui, les pays qui soutiennent donc cette industrie terroriste ou alors cette économie terroriste ont encore à parler, et s'ils doivent parler, est-ce qu'aujourd'hui ils ont encore la force de pouvoir imposer à d'autres nations leur vision du monde, si il est vérifié que ce sont justement ces pays du bloc occidentalo-américain qui sont derrière l'Ukraine, le conduisant au terrorisme face à la Russie? Luc Michel est-il avec Trial. Luc Michel? Alors là, est-ce que Luc Michel est avec nous? Je reprends là. Luc Michel, est-ce qu'il est avec nous? Et on va repartir avant de revenir à Bruxelles. Trial. Luc Michel? Je suis là, Hubert. Alors, je dis, je vais simplifier cette question. Il est question de savoir si aujourd'hui, il y a, je veux retourner cette question d'une autre manière, est-ce qu'il y a un axe dans l'économie des blocs aujourd'hui qui accompagne, finance et soutient le terrorisme? Écoutez, en 2013, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, disait déjà qu'on ne pouvait pas amener au pouvoir les terroristes à Tripoli. Il parlait de la destruction de la Jameria de Kadhafi et prétend combattre le terrorisme à Bamako, comme le faisait alors François Hollande. Lorsque la Jameria a été détruite, les terroristes d'Al-Qaïda en Libye étaient les alliés des généraux de l'OTAN. En août 2011, le chef d'Al-Qaïda en Libye, Abdelhakim Belhach, avait été nommé gouverneur militaire de Tripoli par les généraux français qui s'étaient emparés de la capitale libyenne. Au moment, donc, quand on regarde le terrorisme, il y a Vladimir Poutine avec ses alliés, notamment Bachar el-Assad. Il a combattu et détruit le terrorisme en Tchétchénie, au Daghestan, dans le Caucase, en Syrie, en Centrafrique, au Mali, etc. Mais à côté de ça, les organisations terroristes ont prospéré sous le parapluie de la protection de l'OTAN. C'est le fameux scénario du diable dont je vous parler.
Je parle de scénario du diable. Vous savez, parce qu'il y a un proverbe allemand qui dit que pour manger avec le diable, il faut utiliser une longue cuillère, autrement on se brûle les doigts. Eh bien, l'Occident se brûle les doigts. Les attentats terroristes de New York, mais de Bruxelles, de Madrid, de Londres, de Birmingham, d'Allemagne, etc., c'est le résultat du scénario du diable. Il n'a pas une longue cuillère. Mais alors, est-ce qu'on peut évaluer les effets, les incidences, même parlons de jeu, pas de jeu, mais des enjeux de cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y aurait enlisement, c'est-à-dire que l'Ukraine va aller dans le chaos, ou alors il y aura une autre piste de sortie de cette affaire, Luc Michel? Il y a un scénario américain qui a été défini par un think tank tout puissant qui s'appelle la Rand Corporation. Il est sorti ces jours-ci. Il explique que les buts de guerre en Ukraine des États-Unis, c'est de provoquer une guerre économique en réalité entre l'Union européenne qui s'agit de fracturer, d'appauvrir, et la Russie dont il s'agit d'empêcher l'exportation des hydrocarbures en Europe. C'est selon les buts de guerre des États-Unis. Et ils sont en train de réussir malheureusement. Les États-Unis, évidemment, comme l'Ukraine, c'est un régime terroriste. La stratégie des Américains, c'est de faire la guerre jusqu'à la dernière goutte de sang du dernier soldat ukrainien. Le président mexicain, qui est un pro-russe, eh bien, comme Fabrice vous l'expliquait, il a expliqué que dans la guerre d'Ukraine, les Ukrainiens fournissaient les cadavres, les Américains fournissaient les armes et fournissaient les dollars. Donc le but, c'est de pousser à la destruction de l'Ukraine. On fait croire, en particulier sur les plateaux de télévision français, comme BFM TV, aux Ukrainiens qui vont gagner la guerre, qu'il faut vaincre la Russie, que Poutine est en train de s'effondrer, que l'armée russe est en crise. On annonce même ces derniers jours des soi-disant coups d'État contre Poutine en Russie. Tout ceci, c'est de la propagande de guerre. En réalité, on pousse Zelensky et l'Ukraine à marcher vers le néant. À la fin de la guerre en Ukraine, il y aura deux grands perdants. Tout d'abord, le régime de Kiev, qui va perdre son existence même en tant qu'État. Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, expliquait encore ce matin que la guerre se terminerait avec la destruction du régime de Zelensky néo-nazi à Kiev. Mais aussi le second perdant, ce sera l'économie européenne. Pour les Européens, les prochains mois vont être ceux de la destruction de l'industrie, de l'économie. Et pour les peuples européens, ce sera le temps de la misère. Il va falloir choisir entre se soigner, se chauffer, rouler en voiture ou manger. C'est un appauvrissement généralisé. Actuellement, on a mis en route le 8e train de sanctions de l'Union européenne qui vise à empêcher en Union européenne les importations d'acier russe. Ça va être la mort de la sidérurgie européenne, notamment les dernières usines sidérurgiques belges et les usines sidérurgiques allemandes. Face à cela, la population d'Europe se révolte. Il y a des manifestations gigantesques à Prague, en Hongrie, en Berlin, dans toutes les villes allemandes et même au creux de Paris. Il y en a encore eu samedi, bien entendu. Les populations d'Europe se révoltent contre celle-ci. Il faut se rappeler encore de l'appel il y a quelques semaines de Dimitri Medvedev. Nous en avons parlé sur ce plateau. Il a appelé les populations européennes, je le cite, à sanctionner les politiciens idiots et inutiles de Bruxelles. C'est cela la réalité. C'est cela la réalité, Luc Michel. Alors, une réalité dure, une réalité qui commande une réorganisation du monde en termes d'influence
et de rapports de force. Sinon, vous demandez d'entrer dans le cadre de ces rapports de force avec l'épicentre, ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine embourbée dans son terrorisme et justement les foudres qui viennent de la Russie, comme on a vu ce jour. Est-ce que cela ne va pas dans l'usure ou cela ne va pas lasser quelque part les peuples, les populations et peut-être même le monde et avoir des incidences dans le monde? On sait que les djihadistes sont partis d'Afghanistan, un peu partout pour se retrouver en Libye. Est-ce que ce n'est pas une réorganisation de cet espace qu'on peut qualifier de l'axe du mal? On n'a pas peur de le dire. Écoutez, les djihadistes sont aidés par les services secrets occidentaux. Je vous l'explique, depuis la première guerre d'Afghanistan contre les soviétiques à partir de 1980. Aujourd'hui, c'est un État membre de l'OTAN, la deuxième armée de l'OTAN, la Turquie, avec Erdogan, qui est le parrain du terrorisme. Il y a un double mouvement, une internationale qu'on appelle frérisme politique, qui est constituée par les frères musulmans sous le contrôle de l'AKP, le parti qui est au pouvoir en Turquie avec Erdogan, et une internationale djihadiste avec Al-Qaïda, elle aussi sous le contrôle des services secrets turcs. Lorsque, en 2019, Donald Trump a décidé de reprendre le contrôle de la Libye pour le profit des États-Unis, il a fait appel à Erdogan. Erdogan a aéroporté des dizaines de milliers de djihadistes syriens venus de la région d'Idlib. Ils ont plongé tout le Sahel avec la Libye dans le terrorisme. C'est cela en réalité. Le terrorisme, en fait, c'est une des armées de l'OTAN et des États-Unis. Guerre par procuration où l'Ukraine n'est qu'un tampon, est-ce qu'aujourd'hui ça n'interpelle pas la conscience universelle de voir véritablement qu'il y a une organisation criminelle qui est à l'œuvre et de pouvoir faire en sorte que cela cesse, puisque vous avez parlé des lignes rouges d'ailleurs tracées par Poutine? Fabrice Beyor est-il avec nous? Oui, je vous écoute. J'ai pas entendu votre question. Alors Fabrice, je suis en train de demander, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une nécessaire objection des consciences universelles pour aller contre ce qui apparaît comme une industrie de la criminalisation du monde? Vladimir Poutine a tracé la ligne rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour les États du monde pour aller contre ce terrorisme-là? Le problème, c'est précisément l'Occident américanisé. On va parler de l'Europe, puisque c'est les premières colonies, on va dire, et les meilleures colonies de l'impérialisme américain. C'est là où ça se passe. Et aujourd'hui, dans le domaine informationnel, pour employer un lexique qui ne serait pas grossier, nous avons une propagande massive et caricaturale qui reprend presque mot pour mot la propagande de Kiev, qui est un montage de A à Z. Il y a vraiment on pourrait en faire d'ailleurs des émissions entièrement qu'il y a des éléments tellement que tout n'est que fake news. Maintenant, pour que les gens puissent se révolter, il faut qu'ils puissent avoir accès aux faits. Mais on n'a pas accès aux faits en Europe occidentale. Dans les médias russes, qui évidemment sont mobilisés en soutien à l'armée et à la position de la Russie dans son opération militaire spéciale en Ukraine. Mais il n'empêche que vous avez des éléments qui viennent des médias ukrainiens, des médias occidentaux qui sont diffusés et qui sont traduits pour montrer la position effectivement du camp opposé et après évidemment la contredire. Mais ça n'existe pas aujourd'hui en Europe totale. Vous n'avez
rien, des déclarations qui sont faites par les officiels, ou alors des fois ils sont même mal traduits lorsqu'ils sont passés, et vous avez une pression évidemment constante, et on met, comme d'ailleurs après le coronavirus, vous avez dans les médias une propagande dont l'axe principal est de toujours faire tenir les gens dans la peur. C'est pour ça que vous avez les déclarations sur l'arme nucléaire et ainsi de suite. Il n'y aura pas d'arme nucléaire puisque quiconque utilisera l'arme nucléaire se fera également détruire et ce sera la fin du monde. Donc évidemment, il n'y aura pas d'utilisation d'armes nucléaires générales. Bien qu'avec les Américains, les armes nucléaires qui disent tactiques, c'est-à-dire locales, ils seraient capables de le faire. Ceci étant dit, je pense que, et j'espère qu'ils resteront raison gardée, bien que pour eux, c'est en Europe, ça ne les concerne pas, pense-t-il. Cela étant dit, on tient les masses européennes dans la peur constante. Et quand vous avez peur, vous ne raisonnez pas. Et vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'on vous dit en face, si c'est la vérité ou pas. Et alors qu'avec un peu d'esprit critique, vous comprenez bien, après ça, plusieurs mois, même pour toute personne qui a encore un peu de rationalité, qu'on vous raconte que des mensonges, c'est une évidence. Il suffit de chercher un tout petit peu sur Internet, malgré les censures des réseaux sociaux occidentaux, pour trouver des canaux alternatifs et qui vous donnent des informations sourcées avec des vidéos, ce que je fais moi encore sur le canal Telegram Russosphère en partie, et pour vous faire après votre propre opinion à partir des faits. Donc comment les gens peuvent-ils se révolter en Europe de l'Ouest, on va l'appeler comme ça, alors qu'ils n'ont pas accès aux faits? On leur tout le descriptif, le narratif qu'on leur sert, qu'on leur vomit dans les médias de l'OTAN, ce n'est que des fake news. C'est un monde virtuel, des réalités avec des inversions accusatoires. C'est évidemment, moi j'ai aussi encore, je vis en Russie et j'ai de la famille encore en France, et je peux vous dire que même avec des gens qui comprennent, parce que ils savent que je vais pas leur raconter que des mensonges quand même, et ben il y a quand même, la propagande a fait quand même son travail. Donc le vrai travail, c'est un travail d'information. Et comment est-ce qu'il va être détruit par les informations alternatives? Non, je le pense pas. Je pense par contre qu'il va chuter lorsque la crise énergétique, la crise économique, la crise monétaire et la crise sociale, tout ça qui aujourd'hui fait conjonction, en particulier dans l'Union européenne, fera que le système ne pourra plus tenir, puisque même aujourd'hui, vous avez dans beaucoup de pays des industriels qui jusqu'à présent sont sous le joug en fait du parti américain, c'est-à-dire de la cinquième colonne américaine, qui dans la plupart des pays européens contrôle les pouvoirs gouvernementaux, vont également réagir. Imaginez bien qu'aujourd'hui, vous avez, à cause de leur propre action et contre-sanction qui aboutit au fait qu'ils n'ont plus l'accès à l'énergie et au gaz en particulier, vous avez énormément d'entreprises métallurgiques et sidérurgiques qui s'effondrent, même chimiques, ce qui est la base de l'économie allemande, par exemple, qui est l'économie allemande, qui est en réalité l'économie européenne, la locomotive de l'économie européenne. Donc vous avez en ce moment le choix. Soit effectivement vous avez les forces vives, en particulier économiques, et les masses populaires qui subissent cette fois-ci cet appauvrissement, et puis pas simplement l'appauvrissement, c'est qu'aujourd'hui il y a également des pénuries de ce que les gens pensaient sans fin, c'est-à-dire l'électricité, c'est-à-dire le chauffage, c'est-à-dire l'essence de sa voiture, c'est-à-dire certains produits alimentaires dans les rayons, et ça va aller continuant et en s'accélérant. Donc je pense que ça ne peut être que par une révolte intérieure, vraiment aujourd'hui du cadre du système, que les gens pourront arriver et sortir de ce brouillard et voir la vérité. C'est en cela que ce que disait Luc Michel avait raison, où Dimitri Medvedev a appelé les peuples européens à se réveiller et à ne pas participer à ce suicide, parce que l'Europe est en train de se suicider, tout simplement pour défendre les intérêts américains qui vampirisent l'Europe, pour soi-disant une cause ukrainienne, alors que la junte de Kiev d'Ukraine, ce sont des oligarques et ce sont des groupes ukro-nazis. Il faut vivre simplement sous on va dire le
le parapluie du mensonge des médias européens pour croire à tout ce narratif. Et lorsque vous voyez certaines personnes dans les médias, ou même des médias encore assez importants, mais pas si pas les premiers sur le podium en Europe de l'Ouest, en France en particulier, lorsque vous commencez à émettre un avis qui va en dehors de la doxa, de la ligne générale, vous n'êtes plus invité, vous êtes exclu, et après on s'occupe de vous même d'un point de vue professionnel. Donc la répression aujourd'hui, le système occidental va de plus en plus se durcir, de plus en plus dans une crise qu'il ne peut pas résoudre, qu'il a lui-même créée d'ailleurs, mais qu'il ne peut pas résoudre. Et je pense qu'on va arriver à un moment de rupture. Vous savez, et je terminerai là-dessus pour cette question, un grand philosophe, Friedrich Nietzsche, disait que l'Europe se fera au bord du gouffre. Je le paraphrase puisque la phrase n'est pas exactement celle-ci. Et je pense malheureusement effectivement que les peuples européens se bougeront au moment où ils n'auront pas le choix. C'est soit ils bougent, soit ils meurent. Et quand je vous dis mourir, on est presque, pour les entreprises, c'est réel, et pour les gens, je pense qu'on n'en sera pas très loin, puisque lorsque on a des problèmes d'alimentation, je pense à ce moment-là on a la force d'arrêter de croire et à casser les chaînes de cette cage qui n'est plus si dorée que ça aujourd'hui dans l'Union européenne. Donc oui, il faut un sursaut en Europe, mais ce sursaut malheureusement ne viendra que lorsque les gens auront compris que au-dessus, ils ne sont pas là pour défendre leurs intérêts, les intérêts du peuple, mais ils sont là pour appliquer une politique qui leur est totalement néfaste, et que tout cela, en fait, ce n'est que des prétextes, puisque si on parlait à ce moment-là de démocratie, c'est assez amusant de voir les grands écarts que font les pays européens. Pourquoi à ce moment-là, je vais terminer sur une note un peu plus légère, mais qui pourtant est très importante, c'est si les droits de l'homme, tels qu'ils disent, sont si importants, si la souveraineté des pays était si importante, la souveraineté des pays, c'est la souveraineté des peuples. La souveraineté des peuples, c'est le référendum. Le référendum, c'est le respect de la volonté des peuples. Il n'y a plus eu de référendum depuis ceux sur la Constitution européenne en Europe. Plus un seul. Donc, ils n'ont pas le son donné dessus. Et si ils étaient si intéressés que cela sur les droits humains, pourquoi à ce moment-là, ils ne boycottent pas le Qatar? La Coupe du monde de football qui va se dérouler au Qatar, on sait très bien où il y a 7000 cadavres qui ont participé à l'action. Voilà, on est aujourd'hui au moment de vérité où le mensonge occidental ne peut plus fonctionner, et aujourd'hui les faits font que les peuples européens peut-être, et les forces vives, je le souhaite, du continent européen se lèvent et balayent cette classe politique qui est une classe de collaborateurs en réalité de l'impérialisme américain. Et ensuite, seulement ensuite, on pourra commencer à rediscuter au niveau du continent européen, et après refaire la paix et arriver à ce que proposait Vladimir Poutine lorsqu'il est arrivé au pouvoir dès les années 2000, créer une maison commune de Vladivostok à Lisbonne pour la paix et la prospérité de tous les peuples d'Europe. C'est en cela que la Russie est une force de paix et de construction dans le futur. Maintenant, vous savez, les Américains font ce qu'ils ont à faire pour continuer cette guerre, pour continuer le chaos, puisque c'est en cela qu'ils dominent, et c'est en cela que ce monde multipolaire trouvera sa réalisation lorsque, dans les ruines de Washington, l'impérialisme américain sera vaincu. Bonnes analyses, mais lorsqu'on regarde donc, si l'on veut regarder bien l'Europe actuelle, est-ce que malgré l'appel à l'unité, malgré l'unité officielle, on a suivi Emmanuel Macron dernièrement à Prague, malgré l'appel à la mobilisation, l'appel à la fédération, l'appel à l'unité pour faire face aux questions d'énergie, aux questions justement d'hydrocarbures, est-ce que cette Europe-là n'est pas fractionnée terriblement au niveau entre la base, c'est-à-dire les peuples, et le sommet des États? Oui, bien sûr.
C'est cette Europe qui fait de façade se donne l'impression d'être unie, même l'OTAN qui de façade donne l'impression qu'il est uni, est en réalité totalement divisé. On voit bien que sur le Covid c'était chacun pour soi, et là pour l'énergie on voit bien que c'est chacun pour soi. Le marché unifié de l'énergie qui est d'un point de vue économique et de rationalité, est une folie totale idéologique en fait, puisque c'est une idéologie. Ces gens-là sont des idéologues au sein de l'Union européenne. Vous avez l'Espagne et le Portugal qui se sont coupés et qui ont dit non, nous on a suffisamment d'énergie, on va pas le partager avec vous. Qu'est-ce que vous croyez quoi? Et ainsi de suite dans tous les domaines. On voit bien que la Hongrie, qui mène aujourd'hui une politique indépendante, a aujourd'hui déclaré qu'ils allaient construire, par exemple, un oléoduc avec la Serbie pour contourner les sanctions que l'Union européenne fait sur la Serbie, puisqu'elle lui interdit d'acheter du pétrole russe, et ainsi de suite, et vous allez dans le gaz. Mais vous savez, c'est pour ça que je dis que c'est l'instant de vérité, et que en réalité cette guerre, l'Ukraine n'est qu'un pion, un bélier qui a été utilisé par les États-Unis pour contrer la Russie, puisque le but des néoconservateurs américains, c'est de provoquer un changement de régime en Russie, de dépecer la Russie en plusieurs États pour pouvoir mettre la main sur l'énergie afin d'empêcher que cette énergie puisse partir et donc affaiblir la Chine et s'occuper de la Chine. C'est ça le plan en réalité américain. Sauf qu'ils oublient une chose, c'est que comme l'a dit Poutine, la Russie ne peut être vaincue que de l'intérieur. Et aujourd'hui, cette opposition occidentale a été mise au pas, et beaucoup d'ailleurs sont partis. C'est-à-dire que leur rêve de voir Poutine démis par un coup d'État, mais ils n'ont pas compris que le prochain qui arriverait au pouvoir sera encore plus radical que Poutine. Poutine est en fait quelqu'un de très centriste sur l'échiquier politique russe. Mais ils ne le savent pas parce qu'ils projettent des images de la Russie selon leurs fantasmes et leur idéologie, et non pas par rapport aux faits. Donc ils sont toujours surpris de résultats. Vous avez donc cette situation où vous avez cette Russie qui aujourd'hui effectivement est là pour a mis un coup de pied dans la fourmilière de cette unité occidentale qui ne l'est pas en réalité, puisque c'est du chacun pour soi, et cette Union européenne n'est pas européenne, puisque si elle était européenne, il y aurait eu à minima un État européen, et donc une pensée ou un patriotisme européen qui n'existe absolument pas, puisque on le voit bien, c'est le chacun pour soi, et en particulier pour l'Allemagne qui mène un mauvais jeu et qui aujourd'hui est devant ses propres responsabilités, ses propres contradictions, ses propres lâchetés, ses propres compromissions avec les États-Unis d'Amérique. Donc on est dans une situation où le 2023 sera une année très importante, et 2024, ce que l'on croyait être ad vitam aeternam en ce qui concerne l'Union européenne et même en ce qui concerne l'OTAN, encore ça sera le plus long à détruire, mais je pense qu'on assiste à la déconstruction de cette fausse Europe, puisque l'Union européenne est une fausse Europe, puisqu'elle est contrôlée en réalité par l'OTAN, et l'OTAN est contrôlée par les Américains, et donc nous allons avoir une crise monétaire, l'euro va disparaître, nous allons avoir une crise énergétique, nous en sommes plein dedans, mais qui va avoir des conséquences même sur l'agriculture, donc même sur l'alimentaire. Nous allons être dans une situation où effectivement ça va être du chacun pour soi, et je pense que l'Union européenne vit en ce moment certainement ces derniers jours. Il n'y a que Pologne qu'elle pourra demain dominer l'Europe et même dominer l'Allemagne. Elle n'a pas compris l'Europe. Contre l'américain existera, on va dire, d'une manière très décomposée. Mais vous savez, c'est aussi l'objet se satisfont d'une Europe entre guillemets unie, puisqu'il la contrôle, une Europe désunie, puisque dans le cadre de la mondialisation américaine, en réalité, dans le cadre du monde multipolaire qui est en train de se construire, les États-Unis savent qu'ils sont en train de perdre la première place. S'ils perdent la première place, le dollar perd aussi sa première place, et le dollar, c'est leur seul moyen de pour les énergies du monde, les richesses, pouvoir continuer à être dominé le monde. Et pour cela, ils ont décidé de se retirer, qu'ils finalement ne contrôlaient pas une base si importante pour eux, l'Afghanistan, même la Syrie, même s'ils y sont encore, et ainsi de suite, pour se concentrer sur leur principal allié, en fait, pour les vampiriser. Face à l'heure actuelle, c'est que les États-Unis sont en train de et c'est en cela que l'unité occidentale, l'unité de l'Europe n'est que de façade. Nous le savons très bien, les États-Unis sont en train de prendre
vivent les forces économiques, les industries, les têtes pensantes pour les faire venir aux États-Unis et laisser après ce qui restera en Europe. Et c'est à ce moment-là peut-être que certains pays européens malheureusement se diront qu'ils ont fait un mauvais choix depuis quelques dizaines d'années. Et il sera certainement trop tard et l'Europe aura certainement sera sortie de l'histoire et le nouveau monde multipolaire aura trouvé son nouveau centre. C'est un centre eurasiatique. C'est en ce que finalement la Russie sera l'espoir de l'Europe. L'espoir viendra de l'Est puisque la Russie qui pourra demain, après tout ce que je viens de vous décrire, reconstruire l'Europe, lui donner du nouveau sang, c'est-à-dire l'énergie, puisque l'énergie c'est de l'économie. La croissance c'est de les transformer, pour parler plus simplement. En cela, Moscou sera, je le pense, la capitale, mais dans quelles conditions nous allons retrouver dans quelques années après le processus qui est en cours, c'est ça qui est un grand problème, puisqu'il faut quand même le rappeler, l'Europe d'aujourd'hui, si négative qu'elle puisse l'être, est quand même le premier marché au monde. Et si vous enlevez le premier marché au monde, vous avez un problème de croissance économique mondiale. Et si vous avez un problème de croissance économique mondiale, comprenez bien tous les problèmes qu'ils peuvent encore avoir, puisque notre monde aujourd'hui, même s'il est en nation, il n'empêche qu'il est toujours lié. Et ce qui se passe sur un continent aura une conséquence sur n'importe quel autre continent. C'est qu'une question de temps. Donc, réveillance, oui, mais heureusement, il va falloir que celle-ci puisse souffrir un petit peu. C'est en cela que leur demande de ce matin de l'armée russe sur les villes ukrainiennes visait les points énergétiques et ne fait goûter un petit peu ce que a pu subir le Donbass, mais je pense malheureusement que les gens ont besoin d'être obligés, d'être forcés, on est obligé de leur tordre le bras pour qu'ils puissent voir cette réalité. Donc, la situation se terminera par une victoire militaire de la Russie dans l'ancienne Ukraine, et à partir de là, espérons qu'il y a quelques pays européens qui aient compris dans lesquels ils sont tombés et tendent la main à la Russie, ce qui ne veut pas dire d'être son partenaire, mais de trouver un terrain d'entente pour éviter que cette folie puisse continuer et ne fait que nos ennemis, l'ennemi commun entre la Russie et les pays de l'Union européenne, ce sont les États-Unis. Déjà, vous nous êtes revenus avec beaucoup de fraîcheur. Je rappelle qu'il y a des formats tout à fait spéciaux, 52 minutes de vérité au-delà de ces éditions classiques 7 mondes, Géo2, géopolitique et géostratégique et panafricaine du dimanche. On vous prendra lorsque l'actualité est brûlante en termes de 52 minutes de vérité. Merci pour cette participation. Je vais donner la parole en dernier. Donc, on sort de cette édition avec vous, Luc Michel. Que dire? Quel est l'immédiat de l'Ukraine? Quel est l'avenir de l'Ukraine dans ce qui apparaît comme un étau, hein? C'est-à-dire que d'un côté, il y a le bloc occidentalo-américain qui presse ce pays de pouvoir être essoré par justement ce pressing aussi de la Russie. Quel est le demain de l'Ukraine dans l'immédiat, Luc Michel? Côté l'Ukraine, elle court au néant. Mais il faut rappeler quelque chose. On nous explique aujourd'hui sur les plateaux de télévision ouest européens que Poutine a ramené la guerre pour la première fois en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En réalité, celle-ci a été ramenée en Europe en 1990 par les guerres de l'OTAN en Yougoslavie pour détruire la Yougoslavie de Milosevic. À cette époque-là, il y avait un grand géopoliticien européen, le général autrichien Jordi Sonhausen. Il avait dit que la participation des politiciens atlantistes aux guerres américaines de l'OTAN était une trahison à long terme des intérêts fondamentaux des peuples européens. Nous vivons encore la fin de ce cycle historique. Des gens comme Ursula von der Leyen, comme Macron, comme Charles Michel, mon homonyme avec lequel je suis apparent, eh bien, ce sont des traîtres à l'Europe qui sont en train de vendre notre continent
L'avenir de l'Europe, l'espoir de l'Europe, il porte aujourd'hui un nom. Il s'appelle Vladimir Poutine. Merci à vous deux. Ciao. Je insiste dessus, nous sommes pratiquement lundi. On pourra vous prendre de manière isolée, chacun dans un couloir, toujours dans cette situation de décryptage de cette actualité mondiale selon son évolution, donc dans les registres 52 minutes de vérité avec Fabrice Beyor. D'un côté, vous-même d'un côté, on vous donnera des heures et les jours en fonction des actualités qui vont se bousculer. Merci pour votre contribution de faire comprendre à ceux-là qui s'intéressent les clés justement de la lecture actuelle du monde. C'est pas cette propagande mensongère, cette propagande orgueilleuse, cette propagande de suffisance qui vient d'être démontrée là, alors qu'il y a une réalité du terrain qui se construit, des rapports de force en principe aujourd'hui qui s'imposent et qui en réalité basculent le monde vers la multipolarisation dans son irréversibilité. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont donné leur temps de nous regarder au cours de cette édition. On va se retrouver dans ces formats, 52 minutes de vérité et bien d'autres formats, c'est-à-dire jeu de mercredi prochain naturellement, mais beaucoup plus avec vous deux dans des espaces bien précis, 52 minutes de vérité sur la situation actuelle en Ukraine et d'autres situations en Europe et par exemple le Détroit et ces référendums qui se bousculent un peu partout en Europe. Madame, salut, monsieur, bonsoir.